same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see, this is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free Initiating System 1. System 1 loaded. Nous sommes les Haïti Monkeys. Nous avons établi cette communication depuis un futur proche afin de vous former sur les différentes technologies qui vous permettront de faire face aux intelligences artificielles.
Dans le futur, nous manquons considérablement de spécialistes et les cyberattaques sont de plus en plus courantes. Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre les IA. Rejoignez-nous. Rejoignez la résistance et combattez à nos côtés. Suivez-nous et soyez prêts le moment venu. Il n'est pas trop tard. À bientôt pour la prochaine transmission. Bonsoir à tous. Bonsoir, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Tech to Stream. Un rendez-vous un peu spécial ce soir avec une invitée qui nous vient de l'UMR 7216. Tu vois, je me suis renseigné en avance. Alors pour ceux qui parlent pas couramment le langage des UMR, ce que je comprendrais très bien, c'est l'unité d'épigénétique et de destin cellulaire. Va falloir nous expliquer un peu ce que c'est, Sandra, parce que j'avoue que je pense que je vais pas être le seul à pas savoir. C'est bon de balancer des trucs comme ça super stylés. Ok, donc du coup, ouais, je bosse donc au CNRS en épigénétique. Du coup, l'épigénétique, c'est une discipline qui est très, très, très vaste et qui démarre depuis plusieurs années. Et en gros, bon, notre corps est composé de cellules. Je fais une petite intro quand même pour vous mettre un peu dans bien sûr. après, voilà. Donc notre corps est composé de cellules. Dans ces cellules, il y a de l'information génétique qui permet à chacune de nos cellules de faire le travail qu'elles doivent faire. Et en fait, si vous avez remarqué, on a plusieurs types de cellules. Donc on a les cellules par exemple de la peau, les cellules de nos différents organes, de nos yeux. Et pourtant, elles ont toutes nos cellules portent le même matériel génétique de base. Donc on a dans chacune de nos cellules, notre ADN est copié à l'identique. Et pourtant, elles ont des fonctions différentes. Donc comment c'est possible ? C'est grâce à l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est ce qui permet au génome de s'exprimer, d'exprimer certains gènes différentiellement, dépendamment de la fonction de la cellule. Donc c'est un petit peu le code source des cellules, quoi, en fin de compte. C'est ça, exactement, si on reparle en termes informatiques. Du coup, voilà, il y a le code de base et après en fait, il y a ce qui permet d'exprimer ou non ce code. Donc, il y a certaines cellules qui vont exprimer une partie du code et d'autres qui vont pas l'exprimer. Et donc ça se fait grâce donc à l'épigénétique. Donc l'épigénétique, finalement, c'est des petites marques, des petits drapeaux. Si on doit faire une analogie, on peut imaginer que le code, c'est un livre avec des mots. Et l'épigénétique, ça serait les espaces, les virgules, en gros des lettres plutôt. Et en fait, l'épigénétique, c'est les espaces, les virgules, etc., qui permettent de donner un sens à ce mot et de les exprimer ou non. Le problème de l'épigénétique, c'est pas tellement un problème, mais c'est que du coup, nos cellules sont très petites. Le génome, on peut imaginer une séquence de lettres, donc ATGC, qui mis bout à bout, ça fera à peu près 2 mètres. Et ça, en fait, il faut le compacter dans une très très petite unité, qui est le noyau de la cellule, qui fait quelques micromètres de diamètre. Et donc, comment c'est fait ? C'est compacté dans des... en fait, il y a tout un tas de protéines. Donc, il faut imaginer comme un collier de perles. Donc, on a l'ADN qui est linéaire. Et en fait, il est super enroulé et super compacté pour pouvoir rentrer dans une très, très petite, un très, très petit contenant. Alors, le problème, c'est que si on subit... notre ADN est agressé à chaque moment. Quand on va au soleil, quand on est stressé, quand on prend des médicaments, quand on fume, voilà. Donc il y a toujours des dommages qui sont produits et c'est hyper important que les dommages soient réparés. Le problème, c'est que réparer une séquence d'ADN qui est très très compactée, ça peut être très compliqué. Donc il faut pouvoir décompacter ça et pouvoir accéder à l'ADN pour pouvoir le réparer.
Euh, moi, c'est précisément sur ça que je travaille, en fait, donc la réparation de l'ADN, et donc la dynamique donc c'est la chromatine, en fait, l'ADN qui est enroulé, etc., ça s'appelle la chromatine. Et donc, moi, je travaille sur ça. Donc, comment je fais pour travailler là-dessus? Concrètement, il faut imaginer l'ADN, il code pour des protéines. Chaque protéine, il faut imaginer ça comme une petite ruche. Donc, chaque protéine qui serait produite, ça serait une abeille qui a une fonction bien particulière. Et donc, certaines de ces petites abeilles, enfin de ces protéines, finalement, elles ont comme rôle de réparer l'ADN. Et en fait, si ça, c'est pas bien fait, ben, ça peut provoquer du coup une mauvaise réparation de l'ADN, une abeille qui va moins bien fonctionner, qui va pas faire son travail, et donc une cellule qui sera finalement plus capable de faire le travail qu'elle est censée faire, et donc ça peut provoquer des cancers. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre comment l'ADN est réparé dans tout ce contexte chromatinien. Donc du coup, je travaille avec la microscopie. Ce que je fais, c'est qu'on connaît un certain nombre des protéines qui sont impliquées. On sait que, par exemple, certaines protéines vont recopier l'ADN, enfin couper la partie qui est endommagée et venir recopier pour remplacer la partie qui est endommagée. Et moi, du coup, en fait, je travaille sur certains de ces mécanismes-là. En fait, on essaye de trouver, parce qu'il y a énormément de protéines qui sont impliquées, et on essaye de comprendre comment ça marche. Du coup, pour ça, j'utilise la microscopie. Donc, ce que je fais, c'est que je vais endommager. Donc, je travaille sur des cellules humaines que je vais pousser dans des petites boîtes en plastique. Donc, elles sont en culture. C'est des cellules humaines de qui? Alors, Il y a les tiennes dans le lot. Non, c'est des cellules, des lignées cellulaires qui ont été immortalisées. Les plus anciennes, c'est les HeLa, qui viennent d'une patiente noire qui avait un cancer du col de l'utérus, et ce sont ces cellules qu'on utilise. Il y a eu un film d'ailleurs sur Netflix. Genre, tout le monde utilise les mêmes cellules ou Ouais, en fait, on a des modèles. On a des modèles de cellules, et on utilise dépendamment de ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, je travaille sur des cellules d'ostéosarcome d'une jeune fille de 16 ans qui est probablement décédée depuis. Enfin, vu la tête des cellules, elles sont sacrément bousillées. Donc voilà, et en fait, c'est un modèle cellulaire, donc il n'y a pas de modèle parfait, parce que en fait, c'est des cellules qui sont forcément immortalisées. Nos cellules faut savoir que nos cellules sont programmées pour mourir. Les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui arrivent à bypasser et à continuer à se multiplier quoi qu'il arrive, donc elles ne meurent pas. Elles se multiplient encore et encore et encore. Et donc on utilise cette capacité des cellules cancéreuses à se multiplier pour pouvoir les mettre en culture, en fait. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur de copie dans ce processus-là? on sait jamais par Windows? Alors oui, si, il y en a forcément, et c'est pour ça qu'elles sont de plus en plus, démolies, et donc on peut les cultiver à l'infini, en fait. Il suffit juste une fois qu'elles poussent en tapis, et une fois qu'elles arrivent et qu'elles se touchent toutes, il suffit de les redétacher et de les rediluer, et hop, elles recommencent à se multiplier, etc. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ces cellules-là, je les fais pousser. Je les mets sur des petites lamelles de verre. Donc elles poussent sur les lamelles de verre, et je vais les endommager avec. Nous, on travaille comme modèle de dommage à l'ADN, on travaille sur les UV. Donc ça crée un type de dommage un peu particulier. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est pas utile, mais du coup, je vais endommager les cellules, et je vais regarder en fait ce qui se passe. Quels acteurs sont recrutés, qui va être nécessaire au recrutement de tel acteur. Et donc pour ça, je vais aller marquer les protéines que je connais. Donc je sais que par exemple cette protéine-là, elle est censée être recrutée. Donc je vais aller la marquer. Je vais dire toi, je vais te marquer en vert. Et donc je vais lui mettre un fluorochrome vert, fluorescent. Et en fait au microscope, je vais aller regarder
je vais aller regarder en fait si cette protéine-là est recrutée. Et si je retire une autre protéine, est-ce qu'elle est toujours recrutée? Et si j'en rajoute une autre, est-ce qu'elle va toujours être recrutée? Ça veut dire quoi être recruté? J'ai loupé un truc. Alors, recruter, c'est que tu as un dommage à l'ADN, donc il y a un endroit où l'ADN a été cassé. Et donc là, il va falloir que les protéines, donc les petites abeilles, viennent pour venir réparer l'ADN. Ok. Comme je disais, il y a plusieurs acteurs, plusieurs facteurs. Du coup, il y en a qui viennent et il y en a qui ne viennent plus. Dans certains cancers, par exemple, on a un manque de réparation et du coup, les cellules continuent de se diviser encore et encore en accumulant des dommages encore et donc elles deviennent de plus en plus fuckées. Pardon pour le mot, mais voilà. Du coup, elles se divisent de façon totalement anarchique, elles ne réparent plus leur ADN, du coup elles accumulent des erreurs, donc elles accumulent les défauts dans la fonction qu'elles devraient avoir à l'origine, et donc ça devient totalement anarchique, quoi. Ouais, comme un disque dur qui commence à mourir progressivement et qui a de plus en plus d'erreurs. C'est exactement ça. Juste Le avant problème, peut-être... c'est qu'elles meurent pas. En fait, c'est un peu le problème des cellules, des cellules cancéreuses, c'est qu'elles ne meurent pas, jamais. Donc, peut-être avant de rentrer plus dans des détails, peut-être on peut aborder, au moins teaser sur de quoi on va parler par rapport à l'aspect informatique des choses, puisque c'est quand même un peu une partie du sujet au moins. De quoi va-t-on parler justement ce soir, puisque là on a parlé bien sûr du labo et du travail général, mais on va s'intéresser à un logiciel, voilà. Alors en fait, donc je fais de la microscopie pour regarder du coup les recrutements, etc. Tout ça en fait, regarder juste à l'œil, ça suffit pas. Il faut que je puisse analyser toutes les images que je vais prendre en fait, que je vais acquérir au microscope. Il va falloir que je les analyse. Donc les analyser, c'est en tirer un maximum d'informations avec l'image. Et pour ça, j'utilise un logiciel d'analyse d'image qui est open source. Donc moi, je m'en sers en bio, mais il est totalement général. En fait, je vais vous montrer un petit peu vite fait avec une photo toute pourrie comment on peut améliorer une photo un peu. En gros, ce logiciel, c'est un peu ce que vous avez sur vos téléphones de base, avec les filtres, les modifs, etc. Sauf que là, on contrôle tout. On sait exactement ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait et ce qu'on va appliquer comme filtre et ce que ça va faire en fait. Et donc ce qui est génial avec ce logiciel, c'est que d'une part il est open source, donc il est facile d'accès et en fait il est en constante évolution parce que il y a toujours des gens qui ajoutent des améliorations, des petits plugins, qui font des macros. Et moi, c'est ce que je fais finalement, c'est que pour accélérer l'analyse d'images, parce que quand j'acquiers des images, j'en acquiers des centaines. Sur chacune des images, il y a des centaines de cellules à analyser, donc ça me prendrait des heures et des heures. Ça prend déjà des heures, mais ça me prendrait des jours et des jours à analyser tout ça. Et donc, ce que je fais, c'est que je crée des petites macros, donc en Java-like. C'est vraiment le Java pour les noobs. Je vais vous montrer, c'est hyper simple d'accès. Et c'est quoi, c'est du Java-like? Attends, on va dire... J'appelle ça le Java-like parce que c'est comme du langage Java. Enfin, c'est un peu les mêmes codes que le langage Java, mais c'est pas du Java. Enfin, c'est pas du Java pur en fait. C'est un peu plus user-friendly si on veut. Enfin, il y a des couleurs, il y a des codes couleurs, il y a des mots qui apparaissent quand on commence à taper la commande. Ça, c'est normal, ça s'appelle un IDE. mais moi, je connais rien. Et on te dira. On a une question du côté déjà du chat Twitch. Alors je sais pas comment prononcer son pseudo d'ailleurs. Wingay 34. Vas-y. C'est mon frère. Ah, voilà, et il demande si elles finissent pas par dégénérer les cellules anormales. Alors j'imagine qu'il faut commencer par définir ce que veut dire dégénérer pour commencer peut-être. Les cellules anormales, elles dégénèrent forcément en fait. Celles qui sont déjà qui sont plus capables
de contrôler leur division anarchique, ouais, elles finissent par dégénérer. C'est pour ça que les cellules sur lesquelles je travaille, elles sont complètement. Par exemple, on est censé avoir 2 paires de chaque chromosome, donc 46, et il y en a où, enfin, j'ai des cellules où il y a 3 paires de chromosomes. Enfin, il y en a où les chromosomes ont fait des translocations, ils ont envoyé des bouts d'ADN un peu à droite à gauche. Enfin, c'est assez, voilà, c'est assez anarchique. Donc oui, complètement, elles dégénèrent, et plus elles dégénèrent, et plus elles deviennent dangereuses et potentiellement peuvent infecter tout le reste de l'organisme en fait. Oui, parce qu'elle dégénère, mais ça veut pas dire qu'elle se reproduise plus. Enfin, qu'elle se duplique plus, plutôt. Non, alors c'est un peu ça le problème, c'est que ce que je disais en fait, c'est que nos cellules sont vouées à mourir, elles ont pour vocation de se suicider, elles ont comme programme de se suicider si jamais elles ont plus leur fonction de base, elles sont vouées à être éliminées. Et c'est l'inverse de ça, c'est qu'au lieu de se suicider, en fait, elles vont se mettre à proliférer de façon totalement. C'est ce qui provoque les tumeurs, en fait. C'est comme ça que. C'est pour ça qu'il y a des excroissances, un peu anarchiques de cellules. Voilà. Ok, donc le problème, c'est qu'une cellule qui est censée mourir mais qui meurt pas, elle commence à faire de la merde, quoi. Exactement. En fait, c'est un peu un buffer overflow, quoi. Le truc, il doit crever, mais en fait, non, il y a une fuite mémoire et le truc, il part en couille, quoi. Ok. C'est ça. Et en plus de ça, c'est qu'après, elle est capable de faire un genre de. Elle va hijacker les autres cellules, elle va leur dire hey, oh, j'ai besoin d'énergie. Donc, elle va aller contaminer les autres cellules en leur disant j'ai besoin d'énergie. Et en fait, au lieu d'aller alimenter le foie, par exemple, tu vas venir m'alimenter moi. Et donc, du coup, toute l'énergie qu'on a dans notre corps, elle va venir alimenter cette tumeur-là. Donc, plus la tumeur est grosse, plus elle réclame d'énergie. Et donc, on va être complètement fatigué, et donc les autres cellules vont potentiellement décrépir autour parce qu'elles n'ont plus d'énergie suffisamment. Donc voilà, c'est assez dingue. Et après, en fait, il y a encore une autre étape, c'est qu'après, elles peuvent finir par se déplacer. Normalement, nos cellules, elles ne bougent pas, mis à part nos cellules du sang. Mais là, en fait, elles peuvent acquérir la possibilité de se déplacer et d'aller coloniser un autre endroit. Donc c'est un peu le principe des métastases, en fait. Ok. Ah, c'est cool à savoir. Ok. Et du coup, avec ton Java-like, tu fais quoi? Du coup, je peux peut-être partager mon écran. Mhm. Je vais vous montrer un peu. Alors, attends, sélectionner. Écran entier. Si je partage mon écran entier, vous allez voir. Ouais. Moi, je gérerai pour que ça soit ce qu'on voit le plus. Ah oui, alors, oui, vas-y, Ouais, vas-y. mais non, mais là, attends, je vais mettre mon bureau du coup. Oui, voilà. On nous verra plus, mais c'est pas très grave. Ouais, ça va. Je vous ai vu. Ok, donc Fiji ou Imagy. Alors Fiji, en gros, c'est une branche. C'est Imagy, en gros, c'est le logiciel open source. Et les scientifiques ont recréé finalement Imagy un peu plus version pour les scientifiques, donc en focusant davantage des fonctions sur ce qui nous intéresse, nous, en sciences. Mais du coup, c'est exactement la même chose. Enfin, Fiji, c'est Fiji is just Imagy, en gros. C'est le truc de. Du coup, ça se présente comme ça. C'est un truc qui est pas très attractif visuellement, mais avec ça, en fait, on peut faire énormément de choses. Je vous donne un exemple. Du coup, j'ai fait un petit dossier. Alors, je vous mets un truc, une image basique qui n'a rien à voir avec de la bio, qui est cette image-là. C'est une image très noire hein, pour moi, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est le type de photo qu'on peut avoir. C'est une photo complètement ratée qui a une très mauvaise qualité. Bon, déjà, on peut améliorer sa qualité. Juste faire ça. Du coup, Ah ouais, tout de suite, on y voit plus. Ah ouais, Voilà. c'est ouf. Sauf que cette image, elle est archi. Enfin, voilà, elle est Par contre, dégueu. une question très rapide. L'image de base, elle était vraiment aussi sombre que ça? Enfin, ce que tu avais avant? Là, tu l'as vraiment amélioré? C'est ouf. Bah, là, c'est juste un contraste, enfin un petit changement de contraste. Après, ce qui est cool, c'est que là, on peut améliorer aussi la granulosité qu'on a. En fait, là, si on zoome, on s'aperçoit qu'on a des pixels qui manquent.
Ouais, il y a des points blancs, ouais. Voilà, il y a des points blancs en fait, et du coup, bah, tous ces pixels-là, avec Imagy, donc en fait, ça, c'est ce qu'on peut faire de façon, enfin, on le fait avec nos filtres sur téléphone portable, sur les Snapchat et compagnie. On a ce genre de filtre, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Là, ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est vraiment comprendre ce qu'on fait et faire des modifs pour l'améliorer en sachant exactement, pertinemment ce qu'on fait en fait. Du coup, bah, ce que je peux faire, par exemple, c'est utiliser un filtre, le Min. Donc le Min, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sur un rayon de 2 ou 4 pixels, enfin de Ça va pixels. faire la moyenne. Voilà, il va moyenner. Et du coup, bah, ça permet d'obtenir une image qui sera un peu floue, Ouais. mais qui sera déjà un peu moins crade. On a plein d'autres fonctions qui permettent de faire ce genre de truc. Enfin, en fait, il y a tout un tas de filtres. Alors c'est tout à fait et complètement le principe de l'anti-aliasing hein, pour ceux qui savaient pas comment marcher l'anti-aliasing. C'est exactement ce que fait l'anti-aliasing. Alors, c'est quoi l'anti-aliasing ? Bah c'est justement quand par exemple on a une police de caractère de base, elle paraît c'est quelques pixels et ça paraît un peu brut, comme là finalement on arrive à voir là, les pixels et bah plutôt que d'avoir cette forme un peu brute, on peut faire des moyennes autour de la police pour qu'elle paraisse plus plus naturelle quoi. Plus adoucie, Plus quoi. adoucie, ouais c'est ça, adoucie, exactement, c'est bien ça. Ok. Bah voilà, c'est un peu le but. Donc en fait, voilà, il y a énormément de fonctions. Je vous passe tout ce qu'on peut faire parce que ça prendrait des heures à expliquer toutes les possibilités qu'il y a. Si des gens sont intéressés et ont envie de faire de l'analyse d'image, je pourrais répondre sans aucun problème à leurs questions. Enfin, sans aucun problème. Je ne maîtrise pas à 100% Imagy parce que c'est beaucoup trop complet pour pouvoir le maîtriser à 100%, mais je sais où aller chercher l'information si jamais il y a des gens qui ont des besoins spécifiques. Je peux toujours leur filer un coup de main et en tout cas les orienter pour répondre à leurs questions. Du coup, si je reviens à ce que je disais sur mes analyses d'images, je vais vous montrer le type d'image que je tiens en microscopie. Ah, tu peux en mettre plusieurs d'un coup Ouais, c'est... Donc du coup, bah, ça, ce sont des cellules, donc les fameuses cellules d'ostéosarcome de la jeune fille de 16 ans. Une question très rapide, tu prends une photo avec ton iPhone ou ça se passe comment ? Non, c'est des photos, enfin c'est des images prises avec une caméra. Alors ça, c'est une caméra 14 bits, ça veut dire qu'il y a 16 380 quelque chose niveau de gris. C'est-à-dire que chacun des pixels là, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de bits en termes d'image, enfin en termes de dynamique d'image. Non, mais vas-y, hein. Fais-nous un petit débrief. Ok, alors attends, juste. C'est pas ça que je voulais. Je veux juste ça. Ok. Du coup, si je surzoome, là, on a les petits pixels. Ok. Si on regarde ici, dans cette barre-là, on a des valeurs qui sont indiquées, qui indiquent du coup la position du pixel que je suis en train de regarder et la valeur qui a été attribuée à ce pixel. Donc, si je me déplace, en fait, on voit que les valeurs, nous, à l'œil, on ne serait pas vraiment capable de donner une valeur aussi précise. L'ordinateur, enfin, en tout cas, la caméra et ensuite l'information qu'elle envoie à l'ordi est capable de donner, cette information-là. Et donc, la dynamique, c'est que entre donc un bit, ça serait noir et blanc. Donc, il y a vraiment que deux couleurs. Enfin, deux nuances. Après, 2 bits, il va y en avoir 4. 16, il va y en avoir 65 535. Merci. Donc voilà, du Deux coup, têtes comme ça. De tête, hein. très fort, très fort. Et donc coup, le classique c'est plutôt 8 bits et donc c'est 256 et en général c'est 3 fois 8 bits pour une image en C'est couleur quoi. En RGB, ouais. En RGB. Du coup, moi, ce que je veux, c'est tirer les informations de ces cellules. Donc ça, c'est ça, ce que je vous ai montré là, c'est les noyaux. Alors, attends, comment je les zoome comme ça. Ça, ce sont les noyaux. Donc là, ce qu'on voit qui est coloré, c'est l'ADN en fait. Donc, on n'a pas une résolution suffisante pour voir la fibre d'ADN. Alors, juste un truc, je pense que ça bouge plus chez moi.
Ah si, chez moi ça bouge. Hein. Si, c'est bon. Ouais. C'est vrai? Ok. Si je zoome et que je dézoome, c'est bon? Si, on le voit bien. Ah si, ok, c'est bon. Non, ok. Sur le retour, partout, ça bouge. Hein. Sur mes 3 écrans, je le vois bouger. Hein. Donc, pas de souci. Ok. Du coup, bah voilà, j'ai ces images-là. Donc moi, ce que je veux, c'est là, j'ai l'ADN. J'ai ici. Alors là, les images sont saturées, mais c'est parce que je m'en fous. Je voulais juste donc Et tu saturer. cherches pas à faire du joli, quoi. Non, et puis là, j'ai pas besoin d'avoir de valeur. J'ai pas besoin de quantifier en fait le signal qu'il y avait sur ces images-là. Là, c'est juste pour me dire si elle est en train de se diviser ou non. Là, c'est le signal des cellules qui sont en train de se diviser. C'est juste ça. Donc ce signal-là m'intéresse simplement pour sélectionner les cellules. C'est tout. Derrière. Ça, c'est un dommage que j'ai fait sur l'ADN. Donc en gros, je vais le faire. Attendez, je vais juste muter Osborne parce qu'il nous fait beaucoup de bruit. Alors, couper le micro. Je pense que tu... Voilà, ça va être beaucoup mieux. Ouais, peut-être, effectivement. Ah, il n'y a pas de doute. Va mieux. Du coup, je vais vous les merger comme ça sera mieux. Merci. Alors, attends, en rouge, je vais mettre ça. En vert, je vais mettre ça. Et en bleu, je vais mettre ça. Ok. Je vais garder les images sources. Voilà. Du coup, si je mélange, en fait, ma caméra, c'est une caméra noir et blanc. Donc, en gros, j'acquiers séquentiellement les images, la même image, mais en fait, je vais aller, dépendamment de la couleur que j'ai, je vais aller exciter les différents fluorochromes. C'est de la fluorescence, donc ça ne se voit pas à l'œil. Il faut exciter avec une longueur d'onde particulière et collecter une longueur d'onde en particulier. Du coup, je collecte les images une par une. Donc, c'est pour ça que j'ai des images comme ça qui misent les unes par-dessus les autres, me donne un merge qui est celui-là. Donc, ce qu'on voit en bleu là, c'est l'ADN. Ce qu'on voit ici en rouge, c'est les dommages que j'ai infligés. Donc, ça, c'est des dommages UV. Et pourquoi c'est rouge? C'est que là, j'ai marqué une protéine qui est recrutée, donc qui va être utilisée et qui va venir réparer l'ADN. Et moi, je regardais en vert, en fait, une autre protéine pour voir si elle était recrutée ou non. Si je vais sur... on va y arriver. C'est pas là. Rappelons que c'est pas la couleur qui est réellement visible. Là, on parle pas. C'est plus des longueurs d'onde et puis c'est artificiel les couleurs là. Si je regarde à l'œil, au microscope, donc avec les oculaires, c'est la couleur que je vais voir. Ah, quand même. Mais la caméra, elle va prendre en noir et blanc. Ok. Donc après, il faut que je remette en. Elle prend juste en niveau de gris en fait. Donc moi, après, il faut que je remette artificiellement les couleurs. Et donc là, en gros, ce que je vais regarder, c'est là où il y a du rouge, est-ce que j'ai du vert qui est recruté. Et donc ça, il va falloir que je le quantifie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais segmenter les cellules, je vais segmenter la zone qui a été endommagée, je vais aller quantifier. Oui. Attends, il est muté. Oui, attends. Il peut se démuter tout seul, mais je vais le. C'est bon. Juste une petite question très rapide. Le rouge, du coup, ça correspond à quoi? Alors en fait, c'est une protéine qui est recrutée à la. Et comment tu l'as marqué rouge, du coup? Avec des anticorps. En gros, je connais cette protéine. Du coup, on fabrique des anticorps spécifiques à cette protéine-là. Donc, c'est un peu archaïque, mais en gros, on injecte des lapins avec des lapins ou des souris avec cette protéine-là. Ils vont produire des anticorps parce que c'est une protéine qui n'est pas à eux. Ils vont produire des anticorps contre cette protéine-là. Après quelques semaines, on va le laisser produire les anticorps. Après quelques semaines, on va tuer le lapin. Et on va... C'est hyper hardcore. Après quelques semaines, on va saigner le lapin et récupérer son sang. C'est pas nous qui faisons ça, on les achète, c'est commercial, mais voilà, il y a des compagnies qui font ça. Et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère après les anticorps, donc on les purifie, etc. Et du coup, ils sont capables de reconnaître spécifiquement une protéine en particulier. Et sur ces anticorps-là, en fait, on va être capable après d'aller mettre un petit marqueur qui va être fluorescent, en fait.
Donc on va rajouter un fluorochrome sur cet anticorps-là. Et ça se passe comment? C'est vraiment une vraie question. Comment tu colories Alors, les fluorochromes, en fait, c'est des molécules qui sont fluorescentes. La première molécule fluorescente qu'on a trouvée, c'était la GFP, qui est la Green Fluorescent Protein, c'est une protéine qui a été trouvée dans les méduses. Et en gros, on a purifié cette protéine-là. Donc, en gros, c'est une espèce de grosse molécule qui va s'exciter en fait avec une certaine longueur d'onde. Elle va exciter et envoyer un certain nombre de photons. Renvoyer dans une autre longueur d'onde un peu différente. Donc, voilà. Et en fait, on a différents types de protéines phosphorescentes, fluorescentes, qui vont émettre dans différentes couleurs. On a quand même une question super pertinente, c'est est-ce que du coup il est mangeable le lapin à la fin? Non. C'est des trucs de laboratoire. En tout cas, j'en mangerai pas. Mais qui a demandé ça? On ne mange pas les lapins. Voilà, mais bref, du coup, je disais quoi? Oui, qu'après, en fait, moi, ce que je veux, c'est aller segmenter tout ça. Je veux aller mesurer, par exemple, ce qu'il y a dans le verre là, et mesurer l'enrichissement du verre là où il y a du rouge, par rapport au reste du noyau. Donc tout ça, en fait, je peux le faire de façon manuelle, cellule par cellule, aller sélectionner ma cellule, OK. Après, je vais aller segmenter en faisant différentes manips. Du coup, par exemple, si je devais segmenter, on va prendre celle-ci. Voilà, si je devais segmenter, donc en gros, c'est juste sélectionner la partie qui m'intéresse, parce que finalement, les pixels qui sont ici, ils ne m'intéressent pas. Moi, je veux vraiment juste les pixels qui sont dans le noyau. Du coup, on a un truc de thresholding comme ça. Donc là, une fois que j'ai sélectionné ça, je peux créer un masque. Voilà, comme ça, ce masque, je peux aller l'appliquer sur l'autre image et dire, du coup, tu me prends toute la partie qui est noire, donc finalement, il va me sélectionner ça. Bref, du coup, j'aurais énormément de choses à faire. Et là où ça devient cool avec ce logiciel, c'est qu'on peut l'automatiser, ça. Donc ça prend un petit peu de temps de créer la macro, parce qu'il faut réfléchir déjà à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et comment l'automatiser, comment le coder. Pourquoi je disais que c'était hyper user-friendly, c'est qu'il y a une fonction qui est vachement bien sur ce logiciel, c'est qu'on a le macro record. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une action, et du coup ça va me l'enregistrer et voilà, si je lui dis, voilà, tu me trouves le maximum, voilà, il va me faire ça, je lui dis ça, et là, hop, il me met la fonction. Et donc, du coup, ça, après, j'aurais juste à le copier-coller dans une nouvelle macro et à enchaîner mes différentes lignes de commande pour avoir ce que je veux. Donc, une macro toute faite, parce que là, je ne vais pas faire ça là tout de suite, parce que ça prend un peu de temps. C'est un peu... Voilà. On a toute la nuit, ça va, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, moi non. Du coup, voilà, une macro toute faite, ça ressemble à ça. Donc, et t'appelles ça plus du user-friendly que du Java? Je crois que t'as pas vu beaucoup de Java. Hein. De ouf. En fait, tellement. Parce que franchement, le Java de nos jours, c'est quand même plus sexy que ça. Hein. Bon, je vais le mettre au Java alors. Non, je trouve ça assez user-friendly. En fait, ce qui est cool, c'est que quand on commence à taper un truc, je sais pas si je commence à me sortir. Je sais pas ce que vous avez, avec quoi vous travaillez, mais voilà. Osborne, il faudra qu'il te monte Visual Studio, tu verras que t'as exactement ça en fait. Et ça va même plus loin maintenant, parce que maintenant ils ont même de l'IA chez Microsoft qui tu commences à dire le début d'un code et il te fait carrément tout Z quoi. C'est un petit GitHub assistant quoi. C'est impressionnant. Mais bon bref, on dérive. Non, il n'y a pas de... Alors attends, du coup, je vais tout fermer et je vais recommencer. Voilà. C'était pas ça, c'est ça.
Là, je vais juste faire rouler la macro pour vous montrer que ça va quand même vachement plus vite que si je devais le faire, à la main. Du coup, je dis juste run. Là, il va me faire le merge que j'ai fait, machin. Et là, en gros, c'est des petites phrases que j'ai marquées Ouais. pour me motiver. Vas-y, championne. C'est ça. Voilà, donc là, du coup, j'ai juste à faire. Et lui, en gros, il fait ses trucs. Bon, voilà, il y a rien de bien compliqué. Et après, en gros, il me ferme tout. Et j'ai juste à enchaîner sur la suivante, quoi. Donc voilà. Après, il y a d'autres strates d'automatisation, c'est-à-dire que je peux carrément juste lui dire, tu vois le dossier où il y a toutes les cellules, enfin toutes mes images avec mes cellules, tu vas Appliquer. juste sortir un fichier Excel, voilà, tu vas appliquer un masque. Alors moi, je garde un certain contrôle, c'est pour ça que je garde la notion un peu manuelle, donc c'est pas du 100% automatisé. Je peux pas l'automatiser à 100% parce qu'il y a une partie où je dois évaluer moi quelle zone je vais sélectionner, donc il y a quand même une partie un peu manuelle, mais quand c'est juste, par exemple, aller mesurer, sélectionner tous les noyaux et mesurer l'intensité, j'ai pas besoin d'intervenir, donc je dis juste d'aller dans le dossier et de me sortir un fichier Excel derrière, et voilà. Et après, voilà, on a un truc assez facile, quoi. Donc voilà, c'est à peu près ça. Du coup, le Java-like, je suis curieuse de voir ce que le Java en quoi le Java est plus facile, parce que ça, je trouve ça quand même assez simple. Et du coup, il fait quoi ta petite macro là? Là, la petite macro, elle me sort, c'est vrai que je vous ai pas montré le log, elle me sort du coup les différentes mesures que moi j'ai voulu lui donner. Donc en gros, XPA, c'est la protéine en rouge, qui est donc la protéine de dommage. Donc elle me sort l'intensité moyenne, elle me sort l'intensité au dommage UV, elle me sort l'intensité dans le noyau, elle me sort l'enrichissement de la protéine qui m'intéresse en vert, donc l'enrichissement de cette groupe par rapport au reste du noyau. Et puis voilà, puis après le DU, c'est ce truc-là. J'ai les données. Après, ça, c'est les données qui m'intéressent. Après, je pourrais encore lui demander de m'imprimer plusieurs autres données, en fait. Enfin, je peux avoir les données sur la granulosité, sur le. Et ça, derrière, tu t'en sers pour quoi, en fait? Ces résultats, par exemple, tous ces superbes chiffres qui apparaissent, c'est quoi la finalité, du coup? Comment tu les exploites? Alors, du coup, C'est je pas vais indiscret, hein. mais non, c'est bon, il n'y a pas de. De toute façon, je vous en ferai pas grand-chose, je pense. Alors, attends. Ne te trompe pas de répertoire, hein. Je te vois bien aller dans les trucs. C'est mon ordi de travail, il n'y a rien de. Tout va bien. Ouais, non, mais on sait jamais, hein, tu sais. Avec toi, je me méfie de tout, quoi. Non, Ok, Voilà, celui-là. c'est bon en train de boire une bière. Là, j'en bois une autre. Ouais, vas-y. Non, mais cherche parce qu'il faut que je trouve. Ah, je Ok. peux combler, hein. Moi, je te fais un spectacle de marionnettes si tu veux. Là. C'est obligatoirement des TIFF parce que c'est quand même un format assez old school quand même le TIFF. Ouais, Ouais, de ouf. ouais. En fait, le TIFF, c'est le seul format qui est accepté en sciences, parce que c'est le seul qui a toutes les métadatas, qui est En compression. ni comprimé, voilà, qui a aucune compression, aucune modification, et surtout si on a fait des modifications, on le voit. En gros, tout ça, c'est pour l'intégrité des données. Ah C'est que oui. quand on publie nos résultats après, pour s'assurer que rien n'a été trafiqué, on doit donner toutes nos données brutes qui peuvent éventuellement être vérifiées. Et donc, c'est pour ça que c'est en TIFF. Donc, c'est un truc sur lequel j'insiste énormément quand je fais les formations aux utilisateurs, c'est de ne jamais modifier leurs images brutes, parce que le jour où ils doivent publier, si elles ont été modifiées, ne serait-ce que retirer le background, par exemple, ça on le fait. Mais du coup, il faut préciser, ok, j'ai retiré le background, mais il faut garder l'image d'origine pour dire, voilà, le background à l'origine, il était comme ça, et on l'a retiré pour faire nos mesures. Ah, bien sûr. Et on l'a retiré comme ça, etc. Donc voilà. Là, le type de données qu'on a, c'est par exemple ça, ici, on a un enrichissement. Attends,
prendre celui-là plutôt. On a un enrichissement par rapport à 0, on a un enrichissement d'une protéine que j'étudie, donc des NMT1. Le SI-LUC, c'est luciférase, donc ça en fait, c'est différentes conditions. Je retire des protéines en fait et je regarde si DNMT1, s'il y a un effet sur son recrutement en fait, si tu veux. Donc du coup, ces données-là, c'est cette donnée-là qui est retranscrite ici. Donc, dans différentes conditions, en retirant chacune des différentes protéines qui sont impliquées, je regarde s'il y a un effet sur le recrutement. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas vraiment. Parce que j'allais dire, à première vue comme ça, voilà. On dirait que non, là, c'est pas flagrant. Quoi. Là, il n'y a pas. Ouais. Mais là, ça, c'est un des exemples. Après, c'est pas parce que c'est un résultat qui ne montre rien que... c'est intéressant de savoir que ces protéines-là n'ont pas d'impact sur le recrutement de cette protéine-là. Ça fait partie des données qu'on va traiter après. Et ça fait partie de l'histoire de l'hypothèse, en fait, et qu'on est en train de tester, et de l'histoire qu'on va développer et élaborer, et qu'on va ensuite expliquer dans un article et qu'on publiera plus tard. Ouais, parce que n'avoir rien trouvé, c'est avoir trouvé quelque chose, finalement. Là, on n'a pas rien trouvé. Là, on montre que il n'y a pas d'effet de ces protéines-là. Oui, voilà. C'était volontairement polémique ce que j'ai dit, hein, mais. Donc voilà. Du coup, c'est ce qu'on fait avec ce type de données-là, et je suis bien contente d'avoir un truc un peu automatisé, parce que sinon. Ah oui, non, mais à la main, ça serait la mort. Hein. J'y passerai ma vie. Avant, on faisait un peu plus à la main, ouais. Parce que vous utilisez ça depuis combien de temps? Enfin, toi ou tes collègues, c'est récent que vous avez ce genre d'outils ou cette automatisation? En fait, les macros, il faut passer un peu de temps à les faire. Oui. Et puis du coup, il y a des gens qui savent pas les faire et ils se cassent la tête à faire ça à la main. Et moi, du coup, j'arrive et je leur dis, mais tu fais ça à la main? Je peux t'aider. Et du coup, je leur demande ce dont ils ont besoin et je leur fais une petite macro. Surtout qu'avec l'enregistrement que tu nous as montré, c'est relativement simple. Après, bien sûr, rajouter des choses comme les select window, wait for user, ça c'est évidemment à la main que tu l'as rajouté, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Après, puis il y a des petits trucs. Il y a du calcul un peu après. Voilà, il y a des petits trucs de calcul, des trucs comme ça qui sont. Genre tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué de le faire à la main. Ouais. En gros, tout ce qui est codé là, il faut un peu savoir où on va en fait. C'est juste ça. Si on sait exactement ce qu'on fait et ce qu'on veut, c'est relativement simple. Mais après, dans Fiji, on a un truc qui est Help et qui est le ImageJ website. On a un espèce de wiki, voilà, un genre de Wikipédia où on a toutes les différentes qu'on peut avoir et comment les utiliser, et voilà. Par contre, ce qui est surprenant, c'est en regardant un peu comment c'est fait, c'est comment on arrive d'un ensemble de pixels à un seul chiffre en fait. Quand je dis un seul chiffre, c'est-à-dire que je vois pas de fonction qui a l'air de les agréger, ou en tout cas c'est discret quoi. C'est les mean intensity en fait. Ah ok. Je prends les moyennes. Soit je prends la integrate density que je vais diviser par l'air, soit le mean intensity directement. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'integrate density, donc en gros, c'est la somme de tous les pixels, et je les divise par l'air pour avoir la moyenne. Voilà. Bon, c'est des choses, effectivement, je comprends que ce genre d'outil ça soit vachement utile, mais ça serait presque faisable de le faire à la main en partant de zéro, quoi. Enfin, c'est à quelqu'un qui s'est développé, c'est accessible, on va dire. Ça serait faisable. Après, l'histogramme, là, c'est un peu plus complexe, quoi, parce que ça commence déjà à devenir des fonctions mathématiques un peu plus compliquées, je pense. Faire un histogramme, je sais pas comment ça marche, quoi. Derrière. Ouais, il y a pas mal de fonctions. J'avais un petit dossier, il était sur le bureau, je l'avais foutu là.
Ouais, la référence. En gros, c'est ce qu'on trouve sur le truc et du coup, il donne un peu toutes les. Enfin, ça, c'est un peu ma bible. En gros, dès que j'ai besoin d'une fonction ou que je me dis bon, comment je pourrais mesurer tel truc, parce qu'après, il y a des gens qui arrivent et qui me disent bah, je voudrais mesurer la distance entre tel point et tel point pour chacune des cellules. Il y en a qui vont me dire qu'ils ont besoin de mesurer une expansion regarder l'expansion de signal. Il y en a qui, enfin voilà. Donc, dépendamment de ce qu'il y a, en gros, je cherche là-dedans et puis j'essaie de trouver une solution. Alors, il y a pas de solution universelle, en fait. C'est pas parce que j'ai une façon de le faire qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est un peu. Et toi, tu n'as pas un parcours du tout de formation informatique, on est d'accord, hein? Absolument pas. Non, en fait, je me suis intéressée à la microscopie il y a. Je fais de la science depuis 20 ans. La microscopie, on va dire que ça fait 7-8 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, j'ai été recrutée au CNRS et il y avait. J'ai été recrutée d'abord en CDD. J'ai été prise dans une équipe où il y avait un besoin en microscopie. Et en fait, ça me plaisait énormément. Donc, du coup, j'ai un peu pris l'initiative de me former un peu plus sur les logiciels d'analyse d'image, sur la microscopie en tant que telle, parce que c'est plus de l'optique et de la physique que de la bio. Donc voilà. J'ai une formation de biologie cellulaire et moléculaire, donc absolument pas. Et après, tu as passé le concours et tu as été titularisé, et puis voilà quoi. Exactement. J'ai eu de la chance. Parcours classique d'entrée au CNRS quand même, hein, a priori. Hein. Enfin, je crois que ça fonctionne quand même quasiment toujours comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et... Merci pour cette présentation. Je sais pas si Osborne avait d'autres questions et si tu avais d'autres choses à présenter, mais je ne crois pas. Ça va, j'ai fait le tour. Non, pas trop de questions, c'était plutôt clair pour le coup. Oui, très clair. Mais par contre, je me demandais dans quelle mesure on pourrait pas, puisque là, tu es quand même à la main en train de sélectionner ta cellule. Non, elle en a fait des automatiques aussi, elle a dit, non? Oui, j'en ai fait des automatisés. Là, en fait, je le fais à la main parce que j'ai besoin de le faire à la main, en fait. Après, il y a le machine learning que je pourrais implémenter dans mes. Exactement. Et en fait, c'était un peu la question de pourquoi pas passer justement sur un truc full automatisé. Pourquoi tu veux garder la main dessus? Parce que je veux sélectionner, par exemple, celles qui n'ont pas de dommages, elles ne m'intéressent pas. Celles qui ont des dommages pas assez forts, ils ne m'intéressent pas. J'essaie d'avoir une espèce de sélectionner à l'œil, une espèce d'uniformité en fait dans les cellules que je vais analyser. Celles qui sont en division cellulaire, donc qui ont le signal que je vous ai montré qui était complètement saturé, celles-là ne m'intéressent pas. Donc voilà, mais effectivement, je pourrais le faire en machine learning. Il y a d'ailleurs avec Imagy, on peut intégrer un plugin qui est élastique, il me semble, et qui permet de faire du machine learning. C'est hyper simple aussi. Enfin, il n'y a pas les arbres de décision et tout ça sont déjà un peu faits, et je pense qu'on a juste besoin. Enfin, il n'y a pas énormément besoin d'annotation pour arriver à quelque chose de relativement simple. Après, quand c'est plus complexe, je ne sais pas quelle est la puissance de ce logiciel. Je l'ai essayé qu'une fois et j'avais trouvé ça plutôt cool. Mais en fait, c'est un peu comme tout, c'est qu'il faudrait que j'ai le temps de me plonger dedans. Et il me manque un peu de temps. Donc, du coup, je me contente un peu de ce que je sais faire parce que ça ne me prend pas beaucoup de temps de le faire. Mais c'est vrai que si je prenais une petite semaine pour réfléchir vraiment et incorporer du machine learning, ça pourrait aller encore plus vite, effectivement. Quand tu dis que tu manques de temps, comment ça marche? Enfin, je veux dire, on se fait peut-être pas une bonne idée de comment fonctionne la recherche. Il y a des délais. Enfin, on s'attend pas à ce qu'il y ait des délais, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, alors moi j'ai une double voire triple casquette, c'est-à-dire que je suis lab manager, donc je m'occupe de tout ce qui est fonctionnement du labo, enfin le fonctionnement de base, les commandes, quand il y a quelque chose qui marche pas bien dans le labo, etc. Donc je m'en occupe.
Je suis responsable du plateau de microscopie, donc je fais toutes les formations des utilisateurs. Je gère tous les problèmes qu'il y a au quotidien, et il y en a beaucoup. Je gère les analyses d'images, les gens qui ont des questions spécifiques et tout ça, je les aide un peu dans leurs différentes questions. Et j'ai la partie recherche. Donc, quand je suis arrivée au labo, j'ai eu mon projet à moi, donc qui a été publié depuis. Et en fait, là, j'ai plus le temps d'avoir un projet à moi. Je suis là maintenant, on est à 2 sur un projet, donc je travaille avec une étudiante en thèse. Et du coup, le but là, c'est d'essayer d'aller vite, parce que dans la recherche, c'est quand même un milieu qui est compétitif. Et si on met, disons qu'un projet, on considère qu'on y passe, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Si on y passe plus de temps, au bout d'un moment, en fait, le sujet devient obsolète, parce qu'il y a des gens qui trouvent des trucs qui vont être plus ou moins similaires. Et donc, du coup, on se fait scooper. Et du coup, l'histoire n'aura aucun impact, parce qu'elle a déjà été publiée, en fait. Donc il ne faut pas qu'on traîne. Quand on fait de la recherche, il y a toujours un peu le facteur temps qui joue. Oui, justement, j'imagine que la concurrence, elle est surtout internationale et pas forcément à l'échelle du CNRS, parce que j'imagine qu'il y a une synchronisation quand même entre les différents labos du CNRS pour éviter d'être en concurrence en interne, non? À l'international aussi, on a une énorme communauté scientifique on fait énormément de congrès, on fait énormément de collaborations, on fait beaucoup d'échanges, etc. Après, un labo qui travaille sur un sujet, s'il est sur le point de publier, il ne va pas attendre que il nous reste encore 2 ans de recherche, il ne va pas attendre qu'on ait terminé 2 ans de recherche. S'il est sur le point de publier, il publie. Mais c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans mon précédent labo, d'avoir une histoire un peu similaire qui va sortir en même temps. Et donc, on contacte les gens, et en fait, on mélange nos histoires, et en fait, on construit une plus grosse histoire, et on met tout le monde sur le même article. Et du coup, au lieu de faire 2 petits articles de 2 labos indépendants, on va faire un gros article qui vient qui va un peu casser le truc. Des fois, ça va être 2 articles qui vont être publiés, on appelle ça des back-to-back, qui vont être publiés en même temps, ce qui donne encore plus de puissance à l'histoire, parce que donc il y a des journaux qui vont publier 2 articles quand c'est une grosse découverte. Ils vont si on est à la traîne, les autres labos, ils avancent. Et puis, même si c'est pas vraiment une compétition, il n'y a pas de compétition malveillante. En tout cas, dans notre domaine, ça va à peu près. Après, il y a des domaines où c'est beaucoup plus compétitif, et là où les collaborations sont difficiles à trouver. C'est quand même plus de la collaboration que de la compétition. Mais voilà, il faut pas perdre le wagon, quoi. J'ai tout compris, je crois. Bon, bien sûr, les détails par rapport au métier pur et dur, un peu moins, hein, évidemment, mais c'est normal. Je veux dire, on n'a pas fait d'études en biologie, on n'a pas bac plus, je sais pas combien, mais en tout cas beaucoup en bio. Non, 5. Ouais, mais c'est déjà bien, 5, hein, c'est déjà pas mal. J'ai pas bac plus 5, c'est ce que je disais justement. Non, mais c'était cool en tout cas, par contre, juste connaître un peu plus ton taf, non, c'est top. Mais effectivement, le Java, il y a peut-être un travail à faire dessus, tu vois. Tu vas me montrer. Mais pas du tout, c'est mon langage que je déteste le plus au monde. Oh là là. Mais c'est à cause d'Eclipse. Mais c'est du C#, c'est pareil. Ouais, l'île de Java, quoi, voilà. C'est la même chose. Non, mais ouais, on pourra faire une petite session Java, je te filerai un bouquin, tu vois. C'est super. Je vais me régaler. Alors, un livre, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche, mais bon. Ouais, après, si j'ai pas d'application, on a par exemple le logiciel RStudio, que j'avais fait une formation. C'est un truc de statistique qui est tout en codage, etc. Mais du coup, c'est hyper puissant. Donc, j'ai fait une formation sur ça. Sauf que comme je pense que je suis pas servi aussitôt, j'ai tout oublié, quoi. Avant, tu disais, attends, juste pour te montrer les Visual Studio, juste pour te montrer que c'est un peu le même principe. Voilà.
Bon, évidemment, c'est du code Java, mais je veux dire, on a aussi les belles couleurs. Si je commence à taper des choses, par exemple... Là, par exemple, je connais pas les fonctions de Java qui passent. Ah, puis il propose automatiquement tout ce que je peux... Ok, bon, que je mais peux c'est pour mettre. ça que je disais que en fait, c'est quand même assez similaire, quoi. Je pense qu'ils se sont inspirés. Après, c'est pas, enfin, c'est du code Imagy. Enfin, c'est le langage. Quand on sélectionne le langage, parce qu'on peut sélectionner en fait si on est en Java, si on est en Imagy ou etc. Quand tu me mets en Java, il me met tout en noir et blanc. Alors du coup, Ah oui, là, c'est sûr, c'est bon pratique. Hein. ouais, du coup, c'est pour ça que je préfère. Enfin, j'appelle ça du Java-like parce que c'est pas vraiment le Java. Il y a qu'un truc que je comprends pas, Osborne, dans Visual Studio par rapport à Eclipse, c'est que dans Eclipse, sur le côté Ça là... s'installe bien. Ah, ça s'installe bien aussi, Eclipse. C'est que là, sur le côté, t'as une espèce de vue image de ton code et t'as pas un truc qui pourtant est vachement pratique dans Eclipse, c'est qu'à la place de ça, dans Eclipse, t'as la liste des fonctions que t'as. Par exemple, t'aurais là mon show current, je l'aurais là et je pourrais cliquer dessus pour y aller. Ah oui, non, mais attends, moi, niveau Visual Studio, je suis pas au top. Hein. Faudra prendre du. Il y a Thomas, là, qui est dans le Discord. Faudra le ramener. En mode, il a l'air chaud sur le dev avec Visual Studio. Faut faire une petite session Visual Studio, toi, mais on va le recruter en mode sur le prochain live. Ah, je suis en train de commencer à basculer dessus, c'est pour ça. J'ai pas encore complètement franchi le cap, mais en tout cas, j'ai déjà fait un peu de Java, un peu de pas encore de projets très concrets dessus. Écoute, on peut se faire une petite session là-dessus, mais clairement, je suis pas la personne à qui il faut poser ces questions-là, quoi. Comme du Node.js, pareil. Ah, par contre, si on fait une petite session sur du React native, Ça, j'ai jamais fait. Ouais, pourquoi pas, avec plaisir. bah, on peut se faire ça en soir, mais pour avoir les bases, tu vois. Carrément. Alors, je vais couper mon... Oh, bah, pour clôturer cette session, sauf s'il y a bien sûr des questions. Hein, peut-être qu'il y a de nombreuses questions des fans en délire. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être pas. non, bah, en tout cas, c'était méga cool. Moi, j'ai Ouais. beaucoup aimé, et ça change un petit peu de l'informatique pure et dure, si je puis dire. Ah bah c'est appliqué, hein, c'est ça qui est intéressant. Et la prochaine fois, nous aurons un sauveteur en grande montagne. Ah bon? Non, façon. Ah bon, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas après tout? Par contre, la prochaine session, ouais, on va Enfin, faire un petit brainstorming, on va trouver. Tu rigoles, mais ça serait faisable. Hein. Je peux te trouver ça. Hein. Mais est-ce qu'il faut quand même un minimum de lien avec l'informatique? On est d'accord, mais les outils qu'ils Il a utilisent. son iPhone pour localiser le mec. C'est ça. Ah non, mais je dis ça, mais on pourra pas faire. Et en tout cas, voilà. Bah écoute, bah on va sur ce se dire bonne soirée du coup. Et une bonne nuit. Ouais, merci. Repose-toi bien avec ton petit Covid là. Ouais, j'espère que mes cellules ne vont pas être trop endommagées. Parce que visiblement, Appelle Sandra, c'est pas bon. la réparation, ça n'a pas encore l'air d'être tout à fait ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Eh. Ça avance, Non, ça mais- avance, mais on n'y est pas encore. Et Non, non, après, on trouve. Sandra des lapins. Bah, ça va. Et bah... Je regarde juste... bon, enfin, après, c'est pas super nombreux, mais j'ai envoyé quelque part, mais... Pas nous envoyer quelque part ce soir. Et on se retrouve mardi? Ouais, carrément. Jeudi? Mardi? Ah bah c'est comme tu veux. Hein. Bah, plutôt mardi. Mardi à 17h. Ah, 17h, c'est peut-être un peu tôt quand même. Hein. On peut se faire à 19h, ceci dit. Hein. Ouais, on peut essayer. On vous tiendra au courant en tout cas. Et puis, Ok. bah, bonne soirée en tous les cas. Bah, les mises. Merci beaucoup.